Madame, Monsieur, bonsoir. Mamadou Cabré est l'invité de votre émission sur la brèche de ce dimanche. Journaliste, syndicaliste, ancien député du CNT, le Conseil national de la transition, président du PRIT, l'ANAYA, le Parti républicain pour l'indépendance totale, un parti de l'opposition extra-parlementaire. Monsieur Cabré, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jérémy, et à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Journaliste à la radio rurale, journaliste aux éditions Sidoaya, journaliste à la RTB, vous faites l'essentiel de votre carrière professionnelle dans les médias d'État. Mais vous êtes aussi un chef de parti politique. Comme première question pour commencer cet entretien, dites-nous déjà comment est-ce que vous conciliez votre vie de militant politique avec celle de journaliste, fonctionnaire d'État ayant pour mission d'assurer le service public de l'information. Merci à vous, Jérémy Koulibaly, et merci à l'ensemble des téléspectateurs. Et je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, dire que je suis particulièrement heureux d'être à cette émission, à une semaine de la commémoration de notre indépendance. Et pour un parti comme le nôtre, qui prône l'indépendance totale, je suis heureux d'être sur ce plateau aujourd'hui. Également, je voudrais avoir une pensée pour le leader Maximo Fidel Castro qui est décédé à 8 jours. En tant que parti communiste, cette mort nous déplore grandement. Maintenant, pour répondre à votre question, en tant que journaliste de médias d'État, moi, j'ai une responsabilité qui est que depuis 25 ans que je suis au service, je m'attelle toujours à exécuter les tâches qui me sont assignées. C'est lorsque j'ai le temps que je me consacre à la politique et naturellement aux activités agro-pastorales et aussi à l'enseignement pour lesquels je m'adonne. Que je peux m'adonner à des considérations ou à des critiques liées à mon statut d'homme politique. Donc, je vous dirais tout simplement que j'arrive à faire le travail comme il se doit, lorsque le temps me le permet, et sans avoir de considération ou d'inclinaison politique. Alors, vous faites, à la limite, si on comprend bien ce que vous dites, vous faites la politique à vos temps perdus. Oui, en temps perdu, parce que fonctionnaire de l'État en temps plein, il va être tout à fait difficile d'avoir le temps pour se consacrer entièrement à la politique. Mais je dois dire qu'au niveau de la radio et au regard des responsabilités des missions qui me sont confiées, je dispose assez de temps pour pouvoir faire la politique. Et de toutes les façons, comme vous le savez, dans les médias d'État, c'est un service à fait continu et la programmation est assez souple. Si je sais que j'ai une marche du collectif la semaine prochaine ou j'ai une rencontre du CEFOP, je m'arrange de sorte à pouvoir justement aménager mon temps pour travailler les jours où justement je n'ai pas cette activité-là. Est-ce que ceci explique cela? Je voudrais dire simplement que le PRIT l'ANAYA en tant que parti n'a pas engrangé d'élus. Non, ce n'est pas la disponibilité du leader que je suis qui fait que je n'ai pas engrangé des élus, mais c'est la conscience politique doublée justement de ce marchandage électoral. Ce sont ces éléments-là qui ont fait que nous n'avons pas eu d'électeurs. Ce n'est pas la loi du nombre, ce n'est pas l'occupation, mais je dirais également qu'à ce niveau, il y a un élément très déterminant. Quand vous êtes dans un processus électoral et que les élections, on les prône libres, mais liberté pour celui qui est électeur de ne pas aller voter, avec en bas un certain nombre de structures qui appellent au boycott intensif et massif, vous comprendrez qu'on ne peut pas avoir une certaine chance lorsque ceux qui ont les moyens se jettent dans la bataille avant vous-même. Mais je dirais, tout compte fait, peut-être que nos positions n'intéressent pas les uns et les autres. On reviendra sur les résultats du PRIT par la suite. En tant que militant syndical, vous avez fait la transition pour devenir aujourd'hui un militant politique. Qu'est-ce qui vous a amené à sauter le pas? Bon, au niveau du syndicat, c'est en 1994 que j'ai pris des responsabilités en tant que secrétaire général adjoint. Et c'est en 2007, comme dirait l'autre, du SYNATIC, du syndicat national, du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture.
Donc, je suis resté de 1994 à 2007, ce qui fait à peine 14 ans. Je pense quand même que, bon, pour question d'alternance, il y a lieu d'aller voir ailleurs. Bon, bien sûr, il y avait quelques petites querelles où on disait tantôt qu'on ne sait pas si c'est le sankariste qui parle ou c'est le syndicaliste. J'ai dit, bon, ceux qui voulaient faire la confusion feront la confusion à leur temps venu. Parce que j'estime que si je vais à une négociation syndicale ou à une discussion avec le gouvernement sur les revendications syndicales, c'est le syndicaliste qui parle. Maintenant, si je vais à une rencontre, à l'époque j'étais à l'UNIR, c'est bien sûr le militant syndicaliste qui parle. Du reste, on a dans la classe politique, on a dans la société burkinabé, beaucoup de Burkinabés qui ont ce doublement-là de position au niveau donc de leur vie publique. Est-ce que vous avez le sentiment que votre engagement politique fait avancer la cause de la lutte syndicale pour de meilleures conditions de vie et de travail pour les personnels des médias publics, à moins que vous ne vous sentiez plus concerné, on va dire, par cette cause-là? Ah oui, ça fait avancer bien sûr la profession, puisque je ne l'oublie pas de sitôt. Et je savais bien qu'en entrant en politique, on ne peut pas avoir justement un contrat, un bail indéterminé. Vous avez un mandat de 5 ans pour les élections normales et un mandat d'1 an pour la transition. Vous ne pouvez pas déjà oublier votre passé. Et je sais qu'au niveau du CNT, par exemple, nous avons œuvré pour que les lois concernant l'information puissent justement être bien adoptées, bien prises. Et j'ai eu une bataille qui n'a pas abouti, c'est de pouvoir prendre une loi sur les franchises médiatiques de telle sorte que les médias publics et privés ne soient plus, en tout cas, violés par les manifestants, par des citoyens, par quiconque, au regard de certain nombre de considérations qui ne sont pas, en tout cas, de mise dans un état de droit. Alors, Sankaris en rupture de banc avec l'UNUR-PS, vous l'avez dit tantôt, on dit que l'unité des Sankaris, c'est une arlésienne. Qu'est-ce qui explique fondamentalement les divergences entre vous et vos camarades d'hier? Bon, moi, notre parti est resté sankariste. Hein. Nous avons affirmé que nous sommes un parti communiste. Nous sommes de la petite famille sankariste. Les divergences entre nous sankaristes, c'est peut-être une question de management des hommes. Et à ce niveau, bon, moi, je ne suis pas de ceux qui ont des récriminations. Parce que, comme le disait si bien le regretté Bob Marley, si une porte est fermée, des milliers d'autres te sont ouvertes. Ce n'est pas seulement le seul cadre dans lequel on peut s'épanouir. Et donc, quand on a eu des divergences d'appréciation par rapport à des questions précises et qu'on n'a pas pu résoudre ça à l'intérieur de par la critique et l'autocritique, donc j'ai préféré tourner Kazakh et me retrouver ailleurs. C'est ainsi que de la CPS, je me suis retrouvé à l'UNIR, puis au niveau de l'UPS, ensuite au niveau de l'UPS-MP, puis derrière la coalition Boukari-Kaboré, pour finalement, avec mes camarades, créer notre parti afin donc de faire notre chemin à part. Si on vous disait au regard de ce parcours que vous êtes un exemple emblématique du nomadisme politique, vous répondrez quoi? Bon, pour ceux qui disent nomadisme politique, je leur concède ça, mais je pense plutôt que c'est un guerrier politique. Ça m'a aguerri et ça m'a permis de connaître et les hommes et les pratiques, mais aussi de pouvoir savoir ce que c'est que la lutte politique. Et en ce niveau, je ne suis pas offusqué. Et même si c'est cela, je ne suis pas le seul. Puisque si vous prenez des partis, vous en trouverez des nomades politiques. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui étaient bien sûr au CDP. Et avant, certains ont appartenu à la Révolution, mais ils n'ont pas suivi les révolutionnaires après l'assassinat de Thomas Sankara. Si on prend des partis comme le PAI, l'IPAD, ou bien des partis comme l'UPV devenu FPV, puis CNPP, PSD, puis etc. jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de divergences, il y a eu des scissions, j'allais dire à l'appel, et que bon, je ne pense pas être celui qui détient le record en nomadisme politique, mais je pense que c'est celui qui a fait toutes les batailles politiques possibles. Alors aujourd'hui, vous vous réclamez ouvertement du communisme dans un contexte où on parle quelque part de la mort des idéologies. Est-ce que vous pensez que ce combat peut prospérer? J'aurais aimé épouser cette thèse-là si, de par le monde, certains pays, comme les pays occidentaux, il n'y avait pas de parti socialiste, il n'y avait pas de parti nationaliste. Et même récemment, le 8 novembre, avec l'élection de Donald Trump, on a vu qu'il y a un certain nombre de pratiques que nous, communistes, avons toujours écrites en lettres d'or dans nos politiques. Il parle de protectionnisme, il parle de nationalisme, il parle d'un certain nombre de faits
un rapport d'abord avec les citoyens américains avant de penser au monde. En fait, il refuse une forme d'impérialisme, que ce soit organisé, donc bilatéral, ou bien multilatéral. Il n'est pas pour. Et nous également, dans notre philosophie, nous entendons prendre notre indépendance totale. Et par rapport à certains accords qui sont signés et qui sont de nature à créer un certain nutriment pour d'autres pays, nous disons que nous ne sommes pas partants pour ce genre de politique-là. Et donc le communisme en tant que tel, pour me résumer, n'est pas mort. Si d'autres idéologies sont en décadence ou sont en train de mourir, bien au contraire, on a justement la philosophie marxiste-léniniste, on a l'histoire politique et on a d'autres éléments qui constituent le marxisme qui sont restés. Disons qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup plus soft ou politiquement correct de dire qu'on est social-démocrate, par exemple, ou socialiste. Si ceux qui le disent, toute honte bue, n'ont pas retenu l'histoire de cette scission au sein de l'international qui a amené les gens à être sociaux-démocrates, s'ils n'ont pas de honte à cela, ce n'est pas nous qui sommes restés sur la droite ligne là, de communistes là, qui allons avoir honte. Parce que c'est des gens qui sont dans le milieu communiste qualifiés de dégénérés, puisqu'ils ont pris une bonne partie de ce qui est socialiste, donc utile, aller mixer avec une partie du capitalisme pour faire justement leur social-démocratie. Et je dis de reste qu'au niveau du communisme, la démocratie, elle est la plus avancée. La preuve, les élections se tiennent de façon régulière et les élections se tiennent dans la transparence, avec une certaine économie et même avec une certaine probité des candidats. Alors qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir d'argent, c'est le pouvoir de la mascarade. Analysé à travers le prisme de la démocratie libérale, on dirait que les pratiques démocratiques dans le modèle socialiste ou communiste tel qu'on l'a vu par exemple dans les pays de l'ancien camp socialiste, en Europe de l'Est et en Union soviétique, on parle aujourd'hui de score soviétique. Donc, quelque part, c'est une façon de dire que le modèle démocratique n'est pas forcément ce qui convient. Oui, mais ça dépend de là où on est positionné. Est-ce que vous pensez que pour autant, on a des scores qui ne sont pas soviétiques dans les pays capitalistes? Allez-y fouiller dans l'histoire, vous vous rendrez compte que cela existe. Et encore, rendez-vous compte qu'au niveau de la démocratie, dans le modèle justement soviétique, dans le modèle socialiste, le modèle de gauche, c'est une politique qui n'a pas prévalu dans d'autres pays parce que justement, on est sous la férule de l'Occident. Sinon, si on était justement dans notre liberté, le suffrage peut ne pas être dans la forme universelle, directe et libre comme on le reconnaît dans le système capitaliste. D'accord. On revient à d'autres considérations, on va dire plus terre à terre. Si l'on considère qu'en démocratie, l'adhésion populaire à un programme se mesure théoriquement au nombre de mandats électifs, est-ce qu'il ne serait pas juste d'affirmer ici que c'est parce que le prix que vous dirigez est désavoué quelque part par les Burkinabés que vous êtes aujourd'hui de l'opposition extra-parlementaire? Il y a des partis qui ont eu des sièges à l'Assemblée qui sont de l'opposition. Donc cela n'explique pas ceci. Et ensuite, je dis, ce n'est pas un désaveu. Il faut d'abord rechercher à voir dans quel contexte les élections sont organisées. Quand vous organisez des élections et que la transparence se laisse désirer, quand vous organisez des élections et que le militant se dit que ma voix vaut X francs, lorsque vous organisez des élections et on ne tient pas compte ni de la participation, ni d'un certain nombre de conditions, vous comprendrez que nous n'avons pas à nous offusquer lorsque nous n'avons pas eu de siège. Parlons des deux derniers, du dernier scrutin. Oui. La présidentielle et ensuite les municipales. Présidentielle et législative couplées. Oui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la question de la transparence de ces scrutins qui ont eu lieu dans la période post-insurrectionnelle n'ont pas été crédibles? Jusqu'à présent, moi, à mon âme de conviction, nous, au niveau du prix de l'ANEA, nous voulons encore voir une CENI réellement indépendante pour nous organiser des élections où l'ensemble des bureaux de vote sont connus à l'avance, où l'ensemble des opérations électorales, ce n'est pas de les décliner dans un programme, sont assez transparents, mais aussi où quand on dit qu'on organise des élections, on a mandaté 15 bons hommes et bonnes dames qui constituent la CENI, avec bien sûr leur comité d'appui, qu'il n'y ait plus personne pour manipuler quoi que ce soit ou donner aucune expertise. Ça nous fait maintenant 12 élections qui ont été organisées. Si on me dit qu'on a encore besoin de la coopération internationale en matière de traitement des résultats informatiques des élections, vraiment ça me laisse perplexe. Et encore qu'il y ait des partenaires
qui avaient accès à certaines salles, moi, je me demande encore à quoi ça rime. Dans tous les cas, même s'ils n'étaient pas là, peut-être qu'on n'aurait pas eu les élections. Nous, on n'a pas à nous offusquer, parce que la loi de l'ordre et du nombre fait que pour 127 députés à élire, avec 84 députés, avec 84 partis qui avaient environ 9000 candidats, c'est clair que certains, quelles que soient leurs compétences, ne pourront pas passer. Mais je dis que le jour où les scrutins seront obligatoires pour tout citoyen en âge de voter et que le processus sera connu, si nous faisons notre première élection et nous sortons avec 0 député, en même temps, nous déposons notre bilan et nous cessons de faire l'activité politique. Mais si le scrutin est obligatoire pour l'ensemble des citoyens, ils peuvent également choisir de mettre des bulletins blancs. Les bulletins blancs, si quelqu'un estime qu'il va aller s'aligner pendant 3 heures et ne pas trouver un parti politique pour choisir, je voudrais voir ce jour-là pour m'en convaincre. Parce qu'on a écrit la Constitution en 1991 en insistant sur le caractère multipartite du système démocratique. Et on a vu les partis politiques se créer jusqu'à ce que nous ayons un nombre au-delà de la centaine. Puis il y a eu des clameurs pour dire les partis politiques ne sont pas crédibles, ils sont ci, ils sont ça. Certains intellectuels avaient commencé à faire de la littérature. Dans le procès Laurent Gbagbo, on lui a dit, comme les autres ne peuvent pas suivre ce que vous êtes en train de dire, créez votre parti. Lui, au moins, s'il a eu le courage d'intellectuel, il a créé son parti. Puis on a continué encore à dire les partis politiques ne sont pas crédibles. Mais il n'y a pas un parti politique qui est plus crédible qu'un autre. C'est l'ensemble des militants qui orientent, qui impriment une certaine marche, qui font la crédibilité ou pas du parti politique. Vous qui êtes dehors et vous dites que les partis politiques ne sont pas crédibles, si vous rentrez dans un parti politique et vous donnez votre vision, est-ce que le parti politique ne va pas se redresser? Peut-être que le critère de crédibilité doit se traduire quelque part dans les urnes. Si vous êtes une formation politique, oui, vous n'avez pas la présidence du FASO, oui, vous n'avez pas de député, oui, vous n'avez même pas un malheureux conseiller, oui, disons, excusez-moi le terme, vous n'avez même pas un conseiller municipal. Oui. Alors, où est votre crédibilité dans un modèle qui se voudrait démocratique? Ça, c'est intéressant à parler, mais je vous rappelle en passant qu'en 2014, le 7 ou c'est le 4 janvier, quand les transfuges du CDP ont quitté le parti, en tout cas, on n'avait pas connaissance d'un député qui était derrière eux, encore moins un conseiller. On a suivi leur tournée à l'intérieur de Ouagadougou pour rencontrer les conseillers, mais personne n'a ouvertement pris position. Mais est-ce pour autant que de janvier à octobre, il n'était pas crédible? Et ensuite, quand vous parlez justement de ce score-là, mais il y a des éléments d'appréciation qu'il faut mettre en ligne de compte. Et ces éléments d'appréciation-là, c'est lesquels? C'est de faire en sorte que lorsqu'on tient un scrutin, ce n'est pas le fait d'avoir un siège qui vous permette d'animer la vie nationale. C'est le fait de participer et de donner votre position qui vous permet justement d'ajouter de la terre à la terre dans l'édification de la société burkinabé. Et donc nous pensons que le fait de mettre de notre temps, de mettre de l'argent dans la politique, c'est pour justement ouvrir les consciences. On n'attend pas forcément une rétribution au niveau des postes. Et si ça doit venir, nous devrons servir sans intérêt, avec justement l'idée que demain, ce serait meilleur, parce qu'il y a toujours eu des générations sacrifiées. Donc, la question de la mesure en disant qu'on n'a rien eu, ce n'est pas ça qui peut nous offusquer. Ensuite, quand on prend même le système électoral burkinabé, où vous avez des gens, par exemple, qui incitent au boycott et au boycott électoraux, ça pose problème. Vous avez un système multipartiste. Avec tout ça, on a créé des partis, vous ne trouvez pas votre compte. Puis en 2014-2015, on a pris une loi pour dire que désormais, les candidatures indépendantes sont recevables dans toutes les élections. Et avec tout ça, vous ne trouvez pas votre compte. Mais finalement, on fait quoi? Sur 10 millions éventuellement de Burkinabés en âge de voter, 5 500 000 se sont inscrits, 3 300 000 sont allés prendre part aux élections du 29 novembre. Si c'est les élections du 22 mai, il y avait encore moins de 3 millions. Et vous avez une fourchette d'environ 6 700 000 qui ne sont pas allés aux élections. Je ne suis pas putschiste, mais je dis que si un bon militaire sort, il dit qu'il parle au nom des 6 700 000 personnes, je crois qu'il est beaucoup plus démocratique que les 3 300 000 qui sont allés. Et donc, pour ne pas ramer à contre-courant, je pense que comme ailleurs, il faut batailler pour que justement les élections soient une obligation. Mais à partir du moment où vous-même vous doutez
la crédibilité du processus électoral Oui. et de la CENI. Oui. Peut-être qu'in fine, ce serait de s'aligner à l'argument de ceux qui disent qu'il faut faire le boycott. Ah non, ce n'est pas justement de cette manière qu'on réussit à quelque chose. Comme Lénine le disait, c'est de l'intérieur qu'on prend la citadelle. Il faut y être justement pour pouvoir apporter les critiques. Sinon, si vous n'êtes pas là-dedans, vous ne pouvez rien changer. Et du reste, depuis septembre, le 2 août précisément, nous avons une nouvelle équipe de la CENI qui est en train de travailler. Et je voudrais voir cette équipe-là assez droite, comme le I de la CENI qui marque l'indépendance, là, pour être droite envers qui que ce soit par rapport à l'organisation des élections. Parce qu'il n'y a pas longtemps, ils nous ont dit qu'ils sont techniquement prêts pour organiser les élections des Burkinabés de l'étranger. Puis, en moins d'une année, ils ont dit qu'ils sont plus techniquement prêts. Analysez vous-même. Comment vous êtes l'opposition extra-parlementaire, on l'a dit, comment vous vous sentez dans cette opposition-là avec, on va dire, vos adversaires d'hier, majoritaire sous le régime Compaoré, minoritaire et opposant aujourd'hui face au gouvernement MPP? C'est ce que les gens pensent que pour avoir combattu un système, il faut faire une séparation, une muraille de Chine entre ceci et nous. Nous sommes tous des Burkinabés. Si la démocratie doit conduire à une division, parce qu'on a combattu le CDP la dernière fois et qu'ils sont tombés, il ne doit plus être des nôtres. Mais je rappelle en passant que ceux-ci ont le même capital que ceux du MPP. Tout comme nous avons eu le même capital de la révolution que les rectificateurs. Premier élément. Deuxième élément, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ceci, dans la mesure où Mme Juliette Bonkongou, on a suivi ses écrits en tant qu'ambassadrice, elle a été l'une à écrire dans la presse pour demander à ce qu'on ne modifie pas l'article 37. En tout cas, ceux du MPP, je les remercie pour avoir dit qu'ils ne sont pas d'accord, mais à l'époque, je n'ai pas vu quelqu'un qui a écrit. Peut-être Dr Salif Diallo, mais là aussi, il a été combattu et descendu au napalm pour utiliser un jargon révolutionnaire lorsqu'il en a parlé en 2007. Mais c'était encore lointain. Mais récemment, c'est Juliette Bonkongou qui a écrit. Donc, au moins pour ce principe-là, elle a dénoncé, mais elle est restée convaincante, elle est restée constante sur ses positions pour dire qu'elle reste militante du CDP. Ce n'est pas parce que le CDP a perdu le pouvoir qu'on va tourner Kazakh qui peut se retrouver ailleurs. Pourtant, on a soutenu Modicus la modification de l'article 37 jusqu'aux derniers instants. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous partagez de façon concrète avec le CDP? Ce n'est pas le PRIT-LANA et le CDP, mais c'est l'ensemble des 22 partis. Et récemment, il y a environ 2 semaines, il y a une dizaine d'autres partis qui se sont ajoutés. Nous partageons justement ce cadre de concertation qu'est le CEFOP, le chef de file de l'opposition politique, pour justement mettre nos forces ensemble afin que les décisions qui vont être prises pour la marche de la nation soient de façon harmonieuse et de façon déterminée, de sorte à construire le bonheur du peuple. Parce dans l'absolu, oui. M. Cabré, le CEFOP doit proposer une alternative au pouvoir MPP et avec ses alliés. Mais nous l'avons proposé. Vous êtes dans une logique aujourd'hui de reconquête du pouvoir à travers le CEFOP pour instaurer une nouvelle gouvernance, PRIT, l'ANAYA, CDP et tous les autres alliés? Ah non. C'est ce que vous voulez faire? C'est une stratégie militaire. Hein. En politique aussi, on la trouve et ça prospère. Il y a beaucoup de combattants qui se lancent dans une bataille, mais c'est celui qui va prendre le bastion, qui va prendre la capitale, qui va faire ce qu'il va faire. Nous, on est ensemble pour justement trouver les moyens pour aller dans cette conquête du pouvoir, surtout par les unes, de façon démocratique. Mais le jour du scrutin, ce n'est pas... Enfin, à la période électorale, ce n'est pas donné que le prix de l'ANEA ou l'ensemble des 32 partis qui sont ensemble, ils vont faire bloc derrière une seule candidature. Non. En fait, certains vous auraient plutôt vu au sein de l'actuelle majorité, en raison des combats que vous avez menés ensemble, notamment contre la modification de l'article 37 et la suppression du Sénat. Ça, c'est une mauvaise vision. D'abord, ceux qui sont au pouvoir, ils n'ont pas été les géniteurs de la lutte contre la modification de l'article 37, de la non-institution du Sénat et du référendum. Ils sont venus en cours et ils ont un passé de 10 mois. Premier élément. Deuxième élément, historiquement, nous avons dit que nous sommes sankaristes. Ce n'est pas une question de snobisme ou d'attirer les gens. C'est par rapport aux convictions que nous avons que Sankara, ce qu'il faisait avec ses camarades, c'était dans la voie communiste. Et je suis au regret de vous dire que ceux qui ont fait la révolution, qui sont offusqués de sa mort, n'ont rien fait pour ouvrir le dossier Thomas Sankara. Je ne peux pas être toujours larmoyant sur ce dossier
et me retrouver avec des gens qui, pendant 27 ans, ne nous ont pas permis d'avancer sur ce dossier. Ça aussi, c'est un problème de fond qu'on doit pouvoir analyser et poser en réalité. Et troisième élément de considération, moi, si je dois être dans un parti politique, enfin en alliance avec un parti politique, il y a un minimum de considération. J'ai été approché par 3 fois et j'ai reçu les mandataires, les délégués de l'UPC avec des camarades du prix de l'ANEA pour que l'on discute parce qu'ils sont venus, comme dirait vulgairement quelqu'un, nous faire la cour. Mais ceux du MPP, ni ceux d'ailleurs, personne ne m'en a parlé. Est-ce que vous pensez qu'il faut s'asseoir, regarder, faire des calculs, dire je peux avoir ci ou je peux faire ça, ou bien c'est eux qui vont être victorieux? Mais non. Nous sommes restés pendant 27 ans à lutter contre le système. On aurait pu s'aligner, si c'est cette logique-là, on aurait pu s'aligner avec le régime de M. Compaoré, parce que tout de même, il était de la Révolution, et dans la Révolution, il s'était écrit qu'au cas où l'impérialisme abattrait le capitaine Thomas Sankara, le numéro 2, qui est Blaise Compaoré, prendrait la tête. Mais comme nous nous sommes rendus compte que c'est l'impérialisme qui est passé et armé sa main, Blaise Compaoré, pour le faire, nous avons dit nous ne suivons pas. Donc dans cette logique-là, nous ne pouvons pas suivre également ceux avec lesquels nous ne sommes pas en odeur de sainteté. Vous êtes aujourd'hui proche de l'UPC de Diabré? Nous sommes dans le CFOP ensemble. Entre, on va dire, le communiste et le libéral, ça se passe comment? Et ceux qui sont communistes ailleurs, ils vont chercher les fonds au Fonds monétaire international ou bien dans des pays occidentaux comme la France, l'Allemagne et autres. Nous sommes sur des considérations qui ne renvoient pas à l'idéologie. Et quand bien même cette idéologie-là est là, il faut reconnaître qu'ils ont un programme sur lequel il y a des éléments très intéressants en matière d'aspects sociaux, comme l'éducation, comme la santé, comme l'appui aux femmes, l'appui aux jeunes. Et je pense que ça rejoint un peu le programme politique du prix de l'ANEA, qui, à notre avis, nous entendons dans les secteurs sociaux, notamment à travers le programme BATI, qui veut dire bâtir, intégrer pour une indépendance totale. Nous attendons édifier des immeubles le long des voies bitumées afin de dégager des logements et des lieux de service, de sorte à pouvoir préserver l'environnement qui est donc détruit avec les lotissements, avec les habitats spontanés, et faire en sorte que nous puissions non seulement avoir l'autosuffisance alimentaire, mais également mettre les gens dans des conditions décentes avec une ville embellie. C'est un des aspects. Les autres aspects, c'est des priorités, mais relayées au second plan. Et donc, nous retrouvons des points de convergence. Et je dis encore que ce n'est pas parce qu'ils sont des libéraux que nous devons marquer une démarcation physique. S'ils étaient arrivés au pouvoir, est-ce que ceux qui se disent sankaristes, communistes, se seraient exilés du pays? Non. Alors, sans transition, je voudrais qu'on aborde le bilan d'une année de gouvernance Kaboré. Oui. Pour certains opposants avec le pouvoir MPP, le Burkina fait du surplace, pour ne pas dire qu'il recule. Le parti majoritaire est monté au créneau pour expliquer que le pays avance avec le MPP en dépit d'un environnement parfois défavorable et de la situation économique et financière difficile dans laquelle le MPP a trouvé donc le Burkina. Globalement, comment est-ce que vous, Prit Lanaya, vous jugez ce bilan-là? D'abord, avant de juger ce bilan, permettez-moi de resituer 2 éléments. Lorsqu'on parle de situation économique difficile, il y a souvent la poudre aux yeux. Vous avez entendu avec l'anniversaire de l'insurrection, l'ancien président de la transition, M. Michel Kafando, dire les choses crûment telles que ça se passe. Les caisses n'étaient nullement vides, il n'y avait pas de surendettement et il n'y avait pas justement une corde liée au cou de qui que ce soit par rapport à la gestion de la transition. Premier élément d'observation. Deuxième élément, ce sont des gens qui sont arrivés au pouvoir, qu'ils ont abandonné il y a environ 1 an ou 2 ans maximum, et donc le passé, ils l'ont fait, ils connaissent le pouvoir. Et ce même pouvoir-là nous avait mis, d'une manière ou d'une autre, à l'aise, où les choses prospéraient et il y avait les affaires. Et c'est eux qui avaient aussi les opérateurs économiques. Pourquoi les opérateurs économiques n'ont pas suivi? Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Togo, vous allez ailleurs, vous trouvez que nos opérateurs économiques, là, beaucoup sont en train d'investir là-bas. Ceux qui avaient envie de venir au Burkina sont de l'autre côté. Ça dépend, j'allais dire, du charisme de ceux-là qui sont au pouvoir pour les attirer et les faire venir. Maintenant, répondant à votre question par rapport justement à la gestion, c'est comme vous le voyez, là où on peut leur donner, j'allais dire, un certain satisfecit, c'est au niveau justement du paiement des salaires.
Passé cela, il y a un certain nombre de problèmes. Vous voyez que nullement l'incivisme et un certain nombre de comportements n'ont baissé dans le pays. C'est parce que les gens estiment qu'il n'y a pas eu de changement. Il y a eu de remplacement. Et ensuite, si vous remarquez un peu au niveau de cette gestion-là du pays, il y a un certain nombre de problèmes. Il y a tellement de pôles de décision qui ne peuvent rien faire. Vous avez des gens comme la société civile qui clament haut et fort qu'on ne veut pas ci, on veut ça, on veut ci, on fait ça. C'est eux-mêmes qui avaient dit que les militaires qui étaient rentrés au gouvernement, ils étaient rentrés avec leur propre nom, on ne veut plus voir des militaires au pouvoir. Raison de plus de créer un gouvernement où il n'y avait pas de militaires. Et la question sécuritaire, ça nous a coûté quoi? Les attentats de Splendid Hotel, de Itangol et autres. Mais heureusement que l'Assemblée nationale, le 24 novembre... Vous pensez qu'il suffit d'avoir un militaire comme ministre de la Sécurité pour empêcher qu'il y ait des attentats dans ce pays? Il y aurait pu quand même, pour le premier attentat, s'il n'a pas pu l'éviter, les autres, il aurait pu l'éviter. Ce n'est pas une chose, une mince affaire. C'est des questions, j'allais dire, de portée stratégique. On ne peut pas les dévoiler ici, mais vous savez, hein, qu'on le veut, oui ou non. Rappelez-vous un peu l'histoire en Guinée avec Mamadou Boiro. C'était un ingénieur agronome que Sékou Touré a envoyé dans l'armée pour justement amener les militaires à produire. Les militaires ont refusé d'obéir. Pendant un certain temps, Sékou Touré a trouvé la formule « je te fais commandant ». Les militaires ont dit « il n'y a pas de problème, le commandant est arrivé sur place comme ça, on sait comment faire ». Et au cours d'un vol aérien, ils l'ont sorti de l'avion sans parachute. C'est une réalité aussi que les gens ils n'obéissent que justement à ceux qui les ressemblent. Et donc, ces pôles de décision... Vous dites que les gens n'obéissent qu'à ceux qui les ressemblent. Monsieur Cabré, nous sommes en démocratie où le principe quand même c'est la subordination des militaires au pouvoir, disons aux civils, en démocratie libérale en tout cas. Et comment vous pouvez donner un commandement dans une structure militaire où vous n'êtes pas? Dans les grandes démocraties occidentales, ce n'est pas des militaires. Ah oui, mais vous savez, en tant que ministre. Vous savez, ceux qui sont au niveau du département d'État ou bien qui sont au niveau de la sécurité des États-Unis, c'est des militaires, des hauts gradés. Eux, ils ne sont pas interdits d'être dans le gouvernement. Et donc, quand on a ceci, on arrive à gérer, que ce soit avec Bill Clinton ou avec celui qui va bouger d'ici mi-janvier, ils ont des militaires dans le gouvernement. Et en ce moment, eux, ils sont la courroie de transmission avec le reste de la troupe. Ça aussi, c'est des réalités qu'il faut reconnaître. Il ne faut pas exclure les gens pour les exclure pour le plaisir. Et je continue dans ma logique par rapport justement à leurs difficultés, et les pôles de décision, où il y a la société civile avec parfois des tares et des inconséquences, mais aussi à leur sein, je le regrette. Vous le voyez bien, les décisions ne sont pas uniformes. Il y a un certain multicéphalisme qui fait que les choses ne vont pas comme il se doit. Multicéphalisme que les oui, contestent. Mais bien sûr, ils ne pourront pas dire le contraire, mais quand vous avez écouté à l'Assemblée nationale, on a même fléché le gouvernement courant juillet-août. Mais l'Assemblée est dans son rôle. Oui, mais dans son rôle, mais gouvernemental et de dire ce qui ne va pas. Oui, de dire ce qui ne va pas, mais de toutes les façons, c'est eux qui sont ensemble et que c'est eux qui, justement, donnent certains crédits et certaines latitudes au gouvernement. Et même si on laisse ces aspects, mais il n'y a qu'à voir ceux qui sont même dans cette majorité présidentielle, là, les échos qui nous parviennent, parce que ce sont nos camarades de toutes les façons. Moi, je discute indistinctement avec des militants du MPP, du CDP, de l'UPC et autres partis, qu'avec ceux de mon parti. Quand on se rencontre, on échange ensemble, mais on est au courant. Mais dans tous les cas, ce qui a lieu de dire, c'est qu'après cette première année de tâtonnement, d'hésitation, il y a lieu de reprendre du poids de la bête pour que le président Roch Kaboré gère les choses comme il se doit et résolve un certain nombre de problèmes, pas de façon magique, mais de façon assez déterminée en déclinant justement ces options. Et en ce moment, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas aussi, on le fera savoir. On ouvre une parenthèse pour évoquer l'affaire dite des tablettes des députés. Le président de l'Assemblée nationale qui portait la casquette de président intérimaire du MPP s'est pour la première fois exprimé là-dessus au cours d'une conférence de presse cette semaine, vendredi je crois. L'argument de Salif Diallo, c'est que le Parlement n'a jamais reçu de tablettes d'une entreprise chinoise, mais plutôt ils ont reçu des tablettes du gouvernement burkinabé. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de la polémique ou bien est-ce que cet argumentaire va réalimenter la polémique? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, de mon point de vue, les gens cherchent la petite bête partout. Et je sais que dans l'histoire du Parlement burkinabé, même nous au niveau de la transition, il s'en est fallu de peu
pour que l'ensemble des 90 députés là soient dotés de tablettes venant du PNUD. Et les députés qui ont vu leur siège, leur assemblée saccagée, en ont reçu des structures multilatérales ou bilatérales. Je ne vois pas en quoi 130 tablettes dont le prix maximal avec l'usine ne dépasse pas 100 000 francs. 500 000 la tablette. 500 000 la tablette. Oui. Ça, c'est au prix vendu à Ouagadougou. Mais à partir de la Chine, je ne pense pas que ça vaut ça. Même si c'était 1 million, je ne pense pas qu'on peut prendre des tablettes et laisser la maison Huawei faire du mauvais travail en matière de connexion de la fibre optique de Ouagadougou à Accra en passant par Bitou Bakri. Mais justement, cette fameuse loi sur la corruption qui dit qu'on ne peut pas accepter un cadeau de plus de 35 000 francs CFA. Vous étiez au CNT, c'est vous qui l'avez voté. Vous pensez que dans ce cas de figure, on n'est pas, disons, ni dans l'esprit, ni dans la lettre de la corruption telle que conçue par le CNT? Est-ce que la corruption, c'est simplement le fait de recevoir ce matériel-là? Et moi, je dis que si ce sont les tablettes que l'on a données au gouvernement, et le gouvernement a rétrocédé 130 au niveau donc de l'Assemblée qui émeut les gens, si on n'avait pas donné les tablettes, est-ce que l'Assemblée et les députés n'auraient pas fonctionné? Mais s'ils ne donnaient pas les tablettes, sauf à orienter les tablettes vers, par exemple, une structure de recherche, une structure de formation ou une structure médicale, moi, je ne vois pas en quoi ça peut être un lien, de mon point de vue, avec la corruption. Donc, moi, j'estime qu'il faut que les gens aussi apprennent à savoir que, on est dans une certaine tradition et qu'on peut faire certaines choses sans que ça ne soit de la corruption. Du reste, ils avaient besoin de ces tablettes-là pour travailler, pour se connecter et faire beaucoup de choses. C'est nous qui avons dit. J'ai dit, nous, l'ensemble des Burkinabés, vous avez de gros salaires. Nous, on nous a raboté nos salaires pendant que d'autres, sous d'autres sièges, ce n'était pas raboté. Et ceux-ci ont encore raboté, ils sont à 957 000, semble-t-il, je ne sais pas ce qui s'ajoute à eux. Mais s'ils peuvent avoir du matériel pour travailler, ces tablettes-là pourraient venir à l'Assemblée comme ça aurait pu venir à la presse. Est-ce que pour autant on va dire que c'est de la corruption? Alors, c'est un constat que Roch Kaboré a connu au cours de cette première année de gestion du pouvoir, une fronde sociale importante. En grève et sitting, le thermomètre social n'a pas arrêté de monter. Est-ce qu'il ne faut pas quelque part concéder que ces fièvres-là ont été handicapantes pour le gouvernement Tiba? Oui, mais bon, comme dirait justement les Mossé, cela n'a pas surpris l'intéressé. Parce que la question de fond, il est bien vrai qu'il y avait des revendications sociales, mais il faut se dire les choses tout de go. C'est la question de la justice telle que traitée là qui a suscité la colère dans les autres syndicats. Parce que la Constitution qui dit les Burkinabés naissent libres et égaux, ils ont vocation à jouir des mêmes droits. On ne peut pas donner des droits à certains qui sont dans certaines positions et d'autres qui sont dans des positions plus difficiles ou bien plus grandes ou bien plus importantes n'en ont pas. Et ça pose problème. Même si, David, je dirais que la grève des médecins, enfin du personnel de santé est sans service minimum, et je suis contre, et je serais même d'avis pour qu'on réglemente le droit de grève en réécrivant l'interdiction pour ceux de la santé d'aller en grève. Si on a pu interdire pour les militaires, les policiers et les gendarmes, parce qu'on estime qu'ils ont une arme, on peut interdire également à ceux qui ont la responsabilité de sauver des vies humaines. Qu'ils trouvent un moyen, par exemple en 2008 ou c'est 2012, ils ont eu une forme de grève lorsqu'on a voulu augmenter les frais de consultation. Et ils ont dit pendant tout ce temps, tant qu'on ne revient pas à l'ancienne mesure, ils consulteront gratuitement. Voici une forme pour laquelle le peuple va être d'accord. Mais dire qu'on va en grève sans service minimum parce qu'on est de la santé, ça aussi, pour moi, je parle en tant que politique, je n'ai pas besoin de soutenir le régime, ça vous trouvez leur soutien. Mais si moi je suis aux affaires et que j'ai des tas de ce genre-là, vous risquez tous d'ouvrir des cliniques privées. Je ferai venir des Cubains, des Allemands, des Soviétiques. Les médecins, ça ne se forme pas en 2 jours. Oui, mais eux, ils en ont suffisamment pour nous en donner, ne serait-ce que pour 2 ou 3 ans. De façon spécifique, justement, sur cette absence de service minimum, l'ADF-RDA impute beaucoup plus la responsabilité au gouvernement et estime qu'il y a une démission totale du gouvernement. Ça, c'est la position de l'ADF-RDA. Mais j'ai dit, lorsque les gens vont en grève et ils disent qu'ils vont en grève sans service minimum,
Même si vous avez envie de faire un service, de réquisitionner les gens pour un service minimum, ça pose problème. Il faut d'abord négocier et trouver les éléments là pour assurer cela. Ils n'avaient pas à dire qu'eux, ils vont sans service minimum. Qui disent qu'ils vont en grève et que cette grève-là, ils vont l'observer de tel jour à tel jour pendant 72 heures. Maintenant, si le gouvernement n'arrive pas à mettre en place, à travers le ministre Ouedraogo Soumaïla, n'arrive pas à mettre en place justement un service minimum, en ce moment, la responsabilité leur incombe. Dans tous les cas, ils ont parlé le deuxième jour avec justement les médecins militaires qui ont fait le boulot. Ce n'était pas suffisant, mais au moins, il y avait quelque chose à faire. Mais en tout cas, je dis et je le répète, c'est comme si le personnel navigant dit, bon, nous on décolle et après on n'est plus aux commandes de l'appareil. C'est la catastrophe. Eux, ils ne peuvent pas aller en grève pour ces questions. Bien sûr qu'il y a des points de revendication qui se justifient, mais j'affirme que pour cette question-là, ils n'ont pas épuisé toutes les voies de recours et ils n'avaient pas à aller de cette façon-là. D'accord. On parle d'autre chose. On va aller regarder du côté des OSC. Dans certaines organisations de la société civile, disons, on serait tenté de dire faites vos jeux, rien ne va plus. Le Impresca, plus rien ne sera comme avant. Mouvement Plus rien ne sera comme avant. Voilà, nous a donné à voir cette semaine, en tout cas, un scénario plutôt délirant ou surréaliste. Les confrères ont même du mal à qualifier ce qui s'est passé dans cette affaire où Idrissa Nogo était contesté par certains membres de son bureau. Comment est-ce que vous avez vu cette affaire-là? J'ai appris ça et j'ai pu suivre ça sur le net, mais je me dis que ce qui existait comme ça au début de la démocratie nouvelle en 1991 dans les partis politiques, c'est ça qu'on retrouve dans les organisations de la société civile. La question de la gestion, du management des hommes est une science et que ceux qui ne sont pas habitués peuvent se casser le nez facilement. Mais dans tous les cas de figure, ils n'auraient pas dû arriver à cette situation-là. Ils auraient dû trouver un terrain d'entente sans se livrer à la presse dans cette situation. C'est comme ça a été en 1994, si je ne m'abuse, lorsque Congo Naïtoumou Kaboré a fait irruption lors d'une conférence de presse de 3 autres partis sankaristes pour dire que lui, il va parler parce qu'il est concerné, alors qu'il n'est pas organisateur de la conférence de presse. Donc, c'est des situations déplorables. Et de mon point de vue, il appartient, à mon avis, au ministère chargé des libertés, justement, d'analyser l'événement et de convoquer les acteurs pour leur dire de quoi ça retourne. Et si de telles choses se répétaient, bon, je pense qu'une suspension d'1 an ou de 2 ans de cette structure-là ne ferait du mal à personne. Vous voulez qu'on suspende des OSC, vous voulez qu'on enlève aux syndicats de la santé le droit de grève. Est-ce que vous n'avez pas des positions quelque peu liberticides, ou disons par trop liberticides? Moi, j'ai des positions dirigistes. Quand on dirige, il y a un minimum qu'on fait et il y a un minimum qu'on n'accepte pas. Et donc, sur ça, moi, je veux savoir. Parce que la question de la santé, c'est nous qui sommes là, intellectuels assis. Nous avons quelqu'un avec qui on a fréquenté au secondaire, on le connaît, il est dans la médecine, on peut l'appeler, il va venir, ou on peut aller dans une clinique. Mais l'ensemble de la population qui ne peut pas aller dans ce cadre-là. Et quand je dis qu'on réglemente le droit de grève dans le milieu médical, mais ce n'est pas la première formation, le premier corps de fonction qui a ça. Et dans l'armée, et dans la police, et dans d'autres structures. Et même que jusqu'à présent, dans un passé en tout cas récent, je ne sais pas si ça a été modifié, au niveau des magistrats, ils n'avaient pas, en tout cas, la liberté de prendre position. Et les policiers viennent d'avoir un syndicat, en tout cas. Oui, ils ont un syndicat, mais justement, c'est le syndicat qui va justement faire un travail à l'intérieur, sans pour autant dire qu'ils vont en grève. Il y a des positions qui sont tranchées. On peut avoir un syndicat pour être l'interlocuteur avec justement le gouvernement par rapport à des questions, mais ce n'est pas forcément pour aller en grève. Et moi, je dis que si de telles grèves doivent se répéter, où il n'y a pas de service minimum, et que justement pour un oui ou un non, il y a cette question-là, moi, je ne suis pas d'avis pour qu'ils aient le droit de grève. Et je dis également qu'il y a suffisamment de choses qui sont faites pour la santé, pour que quand même on nous prive de nos soins et qu'on voit des gens mourir faute de soins. Je prends l'exemple de la garde, je prends l'exemple de certaines indemnités qui sont données à des gens qui, par exemple, ne font pas la garde. Et je dis et je le répète, vous avez suivi dans le net il y a 2 ans, où un médecin agrégé est arrivé, il n'a pas trouvé un lieu pour garer pour stationner son véhicule.
Il envoie un message à qui de droit pour dire que ceux qui sont en rendez-vous, qui l'attendent, n'ont qu'à revenir dans un mois. L'horaire de la fonction publique est de 8 heures hebdomadaires. En fonction de certains emplois, on peut avoir 8 heures quotidiennes et donc 40 heures hebdomadaires. En fonction de certains emplois, on peut être entre 12 et 25 heures. Si quelqu'un ne peut pas assurer son travail et sans, j'allais dire, remords, peut aller dans une autre clinique ou aller faire un autre travail ailleurs, et qu'on est dans cette situation-là, c'est déplorable. Il a fallu qu'un technicien de la Sonapost soit directeur général de l'hôpital pour faire savoir à son personnel qu'au moins le laboratoire là, devrait fonctionner 24 heures sur 24. Est-ce que vous avez demandé au laboratoire du centre ou bien à la clinique Philadelphia, est-ce qu'eux qui savent comment être à l'écoute du peuple, est-ce qu'ils ont fermé leur laboratoire à 16 heures ou à 17 heures ou bien ils l'ont fermé à 11 heures? Mais c'est ce qu'on trouvait à l'hôpital. Il y a bien de tard qu'on trouve à l'hôpital. Et il faut arriver à le dire, ils ne sont pas au-dessus de tout autre citoyen lorsqu'ils commettent des impairs. Donc moi, je ne suis pas lébiéticide, je suis plutôt dirigiste. Alors on revient aux ESC. Il y a le cas d'Hervé Ouattara qui est aussi dans la tourmente avec des démissions en cascade. Bon, je n'aime pas parler des autres parce que je sais que c'est des structures qui avaient été créées pour des buts bien précis. C'était dans le cadre de la contestation générale contre la modification de l'article 37. Et on a créé ces mouvements, il y en a marre, le CAR, et puis ça suffit, etc., etc. Bon, si après, il y a des problèmes, et surtout que ce que j'entends dire de cette structure, qui a été assez critique, comme le M+K, il n'y a pas 3 mois, on demandait à M. Roch Kaboré de dissoudre son gouvernement et de réorienter les choses. Donc, s'il se trouve que la politique, on la connaît assez quand même, il suffit seulement de trouver 2 ou 3 éléments à coup de feu, et puis bon, on envoie une déstabilisation au sein de la structure. Si c'est ça, c'est eux qui n'ont pas prévu de choses assez rigides pour éviter les dissensions. Maintenant, si c'est une question interne, ce qui m'étonnerait, comment vous pouvez être dans une structure et manquer de poser le débat à l'intérieur? Vous n'avez pas épuisé les voies de recours, vous n'avez pas épuisé l'ensemble des débats. Parce qu'il y a un point de divergence, un point de contestation, vous partez. Moi, je sais que là où j'ai été, on a toujours mené les débats. On est allé à des congrès même et je suis resté jusqu'à l'aube pour défendre ma position. Et après, quand ça n'a pas, je ne sais pas que ça n'a pas marché, mais quand on a voulu éluder la chose, on a voulu faire une parodie de justice sur la question, j'ai dit, bon, si c'est ainsi qu'on fonctionne, moi, je décide de ne plus fonctionner avec vous. Et je suis parti. Donc, il faut que les gens intègrent aussi cette donne-là et dire que, bon, si Hervé Ouattara veut continuer à mener sa structure, quel que soit le nombre de démissions, il y aura autant de démissions comme il y aura autant d'entrées. On a procédé cette semaine au lancement de la Semaine nationale de la citoyenneté. Oui. Le contexte, c'est la montée des actes d'incivisme avec parfois des comportements qui dépassent complètement l'entendement. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bien. Il faut dire d'abord qu'au niveau du comportement incivique des uns et des autres, le phénomène a assez duré sous le régime Compaoré, cette rectification républicaine, comme je l'appelle, parce que le régime n'avait pas, en tout cas, une certaine volonté de résoudre un certain nombre de problèmes au niveau du bas peuple. Mais aussi, il faut reconnaître que les Burkinabés vivent de nos jours comme des Palestiniens, sans territoire, sans espoir d'avoir un territoire, ceci aussi sans espoir de lendemain, sans rien. Pour eux, ils sont comme déjà cadavrés. Et donc, il y a de ces attitudes-là qui laissent à désirer. Mais aussi, il faut reconnaître que c'est le même processus, le même système qui était là. Parce qu'on a vu, moi je connais un peu l'expérience au regard de mon âge, lorsque le colonel Césaire est venu, certaines pratiques qui avaient cours dans les bars, quand il a dit que bon, maintenant les bars se ferment aux heures de service, oui, au regard même de sa personnalité, les gens ont suivi. Il était nouveau. Le capitaine Thomas Sankara est venu. Autre temps, autre mœurs. Oui, mais autre mœurs. Est-ce que vous imaginez dans le Burkina je ne parle pas d'une dictature, l'application de mesures de ce type? Oui, je ne parle pas d'une dictature, mais je dis qu'au regard justement de ceci-là, les gens pensent qu'ils sont aussi géniteurs de ce qui est arrivé. Et donc, il n'y a plus, j'allais dire, un certain nombre
d'égards. Mais je dis au-delà de ça, au lieu de rechercher à réprimer, au lieu de rechercher un certain nombre de choses, j'ai constaté que depuis l'accident avec le policier malheureusement qui a perdu la vie, il y a de plus en plus, au niveau des contrôles de police, ça se fait du lundi au dimanche, ça se fait à toutes les heures pratiquement, sauf la nuit, et ils sont en armes. C'est une très bonne chose, mais ça s'en révère. Ils sont en armes, peut-être que les cas d'attentats terroristes qui pourraient survenir pour avoir des communications et intercepter le véhicule ou bien intercepter le convoi. Mais j'ai dit, tel que ça se présente, si on y prend garde, il y aura des abus et un jour on va avoir l'imparable. Mais au-delà de ça, il faut voir en matière de circulation. Est-ce que si on arrangeait un certain nombre de voies pour faire en sorte que ceux qui tournent à droite majoritairement n'ont pas à s'arrêter pour autant de temps, est-ce que vous pensez qu'on aura toujours ces cas d'incivisme-là? Si vous faites de sorte que le policier, moi, à mon avis, nous l'avons écrit auprès de la dans notre programme politique, le policier, ce n'est pas d'être après le feu pour dire « tu viens, je t'arrête ». S'il est avant le feu, je pense que ça va encore réduire le nombre de ceux qui veulent offenser ou qui veulent brûler le feu. Mais lorsqu'on les met dans une position, j'allais dire de combat, je crains pour le pire. Mais dans tous les cas, il n'est pas tard de pouvoir bien faire. Et je pense qu'au niveau de l'incivisme, là, les uns et les autres vont s'amender le plus rapidement possible. Et cet amendement-là passe par quoi? Ça passe par une résolution des questions sociales, sinon sociétales, des Burkinabés, ce qui va les mettre dans une position. Quand on sait que sa vie là est assez quand même heureuse, on n'a pas envie de se retrouver jambes cassées ou bien côtes cassées parce qu'on n'a pas respecté la circulation. Mais si on se dit que demain on ne sait pas ce qu'on va être, est-ce qu'on va atteindre demain? Les gens en circulation aussi, c'est comme un phénomène du noyer. Ils ont envie d'entraîner d'autres personnes dans cette décadence. Et c'est ça aussi qui justifie certains comportements. Alors, l'actualité cette semaine, c'est aussi l'élection de l'homme d'affaires Mahamadi Sawadogo, oui, alias Kadhafi, à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, au terme d'un processus électoral âprement disputé, on va dire. Oui. C'est une nouvelle ère qui s'annonce, ou au contraire, on assistera plutôt à, on va dire, l'écriture du scénario du film à la Chambre de commerce, rien de nouveau. Bon, tout homme a la résolution de sa propre contradiction. Il est bien vrai qu'il était dans les affaires avec l'ancien système. Mais à partir du moment où il a conscience que les choses ont changé, il peut changer. Et pour ça, je lui accorde le bénéfice du doute. Il a pris le dessus sur mon parent Apollinaire Comporé. C'est sa victoire. Mais je souhaite que les prochaines élections à la Chambre consulaire soient les plus propres possibles. Qu'il n'y ait pas d'irrégularité qui entache le scrutin, mais aussi que, bon, tel qu'on l'entend, c'est un nordique présenté par un autre nordique. Bon, je pense que ce n'est pas des choses qui sont de nature, j'allais dire, à restaurer une certaine confiance et à amener les choses à prospérer. Mais un nordique présenté par un nordique? Comprenez-le tel quel, et vous saurez qu'il est de Waïouya comme d'autres personnes. Alors, on va aller à l'actualité internationale avec l'élection d'Adama Barrow et surtout la défaite de Yaya Jammeh à la présidentielle gambienne après 22 ans passés à la tête du pays. C'est ce qui, en tout cas, a fait la une sur les médias. Est-ce que ce scénario, vous l'aviez envisagé? Plus ou moins, parce que je savais que l'homme en tant que tel, il avait besoin, en tout cas, de se replier. C'est un militaire, il sait ce que c'est. C'est de retour du front en Sierra Leone qu'il a continué directement au Capitole pour destituer Sir Jawara. Mais la réalité aussi est que, au niveau économiquement parlant, la Gambie quand même était exsangue. Et donc, il était de bon ton que lui-même il prenne les dispositions pour laisser la place avant que la place ne le laisse. Bon, l'homme d'affaires va venir avec un certain crédit, mais je salue d'abord le raisonnement même du président Yaya Jammeh qui reconnaît sa défaite et qui s'apprête à quitter le pouvoir sans autre velléité de résistance. Mais surtout, l'indépendance, le caractère assez professionnel de cette structure électorale qui a organisé les élections et qui a pu, en un espace de temps assez court, donner les résultats et qui ne souffre d'aucune contestation.
Et c'est ça qu'il faut dans nos structures organisatrices des élections en Afrique, et non pas des structures qui prennent des décisions, qui prennent des ordres ou qui veulent mélanger le chou et la chèvre. Et donc, ces deux éléments ensemble, je pense que la Gambie pourra redémarrer et elle a des chances de pouvoir redémarrer. C'est un président consciencieux, à la différence de Joseph Kabila, qui lui refuse de quitter le pouvoir, alors qu'il sait comment il est arrivé. C'est après l'assassinat de son père, et il a été même débarqué de l'extérieur pour venir justement prendre les choses en main. Et après avoir fait un certain nombre d'années, 15 ans au pouvoir, il estime toujours utile de continuer. Alors que pas loin de chez lui, en Angola, José Eduardo dos Santos a annoncé qu'il ne sera plus candidat. Alors que c'est lui qui a défendu son père lorsque dans le triangle de Banana, les hommes venus du Rwanda avec les Banyamulenge, ils ont voulu prendre la capitale Kinshasa. Et donc, s'il n'a pas de soutien de ce genre et il veut compter sur son armée, je ne suis pas sûr qu'il pourra tenir. Donc, la Gambie est un exemple qui montre que celui qu'on appelait dictateur n'était pas dictateur, j'allais dire, à vie, mais il était quand même éclairé avec sa conscience politique. Est-ce que justement le cas Jammeh est symptomatique d'une certaine exception ouest-africaine? Bon, symptomatique d'une exception ouest-africaine, j'allais dire, c'est assez énigmatique pour dire que c'est cela, parce que dans le paysage, si je regarde, je n'ai pas l'impression que les choses seront à l'image des élections en Gambie sous peu. Et donc, ça ne présage pas d'une certaine culture. On a même cru même que l'insurrection burkinabé, la révolution des OEX, si on peut l'appeler ici, entre les 30 et 31 octobre, là, allait justement faire tache d'huile, mais ça n'a fait tache d'huile ni au Burkina ni ailleurs. Alors, peut-être 1 minute et demie pour réagir sur la disparition de Fidel Castro, à qui vous avez tenu à rendre hommage au début de cette émission. Révolutionnaire sankariste, j'imagine aisément. Vous avez un rapport assez singulier avec donc, la révolution cubaine et le castrisme. Donc, cette disparition du leader Maximo. En tout cas, c'est le cours de l'histoire et j'estime qu'il a assez fait pour son pays. Et malgré les critiques occidentales du genre dictature et qu'il y a des Cubaines qui font l'amour pour une plaquette de chocolat avec des étrangers, c'est des choses qui sont de nature à dénigrer les Cubains. Nous voyons ce qu'il y a à Cuba et même les Nations Unies à travers le PNUD qui chaque année dresse l'indice de développement humain durable. Et Cuba est dans des bonnes positions, les 10 premières places et parfois même était aux premières loges avec ces indications-là. Donc ça prouve une fois de plus encore qu'avec le peuple et un guide, un leader éclairé, on peut faire de bonnes choses. Et je pense que Cuba ne va pas sombrer comme la Libye qui a sombré après donc, la mort de Muammar Kadhafi, qui a été en fait tué par Sarkozy et ses hommes qui l'ont envoyé en Libye. Justement, François Hollande n'est pas candidat. Oui. C'est une surprise pour vous? Pas une surprise parce que sa cote de popularité avait baissé. Et j'apprécie des hommes qui pensent qu'eux-mêmes, ils peuvent s'effacer et laisser un élément plus représentatif de leur groupe, le Parti socialiste en l'occurrence, la gauche de façon générale, aller aux élections pour justement voir concurrencer avec M. François Fillon, qui a été désigné par la droite justement pour les élections de 2017. Merci, M. Cabré, d'être passé partager avec nous vos vues sur l'actualité nationale et internationale. C'est moi qui vous remercie et bonne suite à votre émission et surtout longue vie à celle-là. Merci. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Dans un quart d'heure, le journal de 20h avec Fousseni Kindo. Je vous retrouve dimanche prochain en direct sur la RTB avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.